Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Docteur Ekwe Gada, bonsoir. Allez, bonsoir mon très cher Amos Sylvain. Je salue également toute la diaspora et nos auditeurs qui nous suivent depuis le Togo et tous les Africains qui nous font l'honneur de suivre notre actualité, l'actualité politique de notre pays, le Togo. Eh bien, docteur Gada Ekwe Foli, nos questions seront un peu plus longues et pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre ce que vous proposez là. Alors, la rédaction de Fenêtre sur l'Afrique a bien lu votre document. Alors, en substance, dans l'introduction de votre proposition d'alternative au statu quo et qui prévoit actuellement au Togo, vous parlez de refondation de la République. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, docteur Gada. Renverrez-vous les opprimés et les privilégiés dos à dos en matière de responsabilité? Alors, comment l'opprimé peut-il adhérer aux airs du pardon, de l'unité, de l'amour, si le privilégié, son bourreau, persiste à le narguer, le mépriser et l'opprimer davantage, sans témoigner de la moindre volonté de repentance ni d'unité? Docteur Gada Ekwe Foli. Allez Sylvain, vraiment je vous remercie pour cette question qui me permet de dire à nos auditeurs déjà que nous avons adressé un courrier en décembre 2016 au chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé Sozimna, dans lequel nous lui exposions la proposition du fédéralisme. C'est-à-dire nous faisions constater au chef de l'État que le Togo est aujourd'hui dans une situation très grave, qu'il connaît d'ailleurs, un statu quo politique qui risque de nous amener tout droit vers un conflit civil, une guerre civile, ou pourquoi pas une sécession du Sud. Et si aujourd'hui il y a une relative paix au Togo, c'est justement parce que les populations du Sud, qui sont celles qui sont les plus opprimées, et ne sont pas des populations guerrières. Si nous étions dans un théâtre comme le théâtre du Congo-Brazzaville, ou le théâtre camerounais, où beaucoup de communautés ont eu l'habitude de guerroyer, écoutez, le Sud se serait déjà rebellé contre le pouvoir de l'État. Alors, parce que l'oppression au Togo a pris la forme d'une oppression communautaire. Donc, nous sommes dans une situation explosive, potentiellement explosive, qui est grave. Et depuis les élections présidentielles de 2015, nous sommes dans un statu quo, tout le monde le dit, cher Sylvain. Alors, l'opposition, qui est considérée comme radicale, n'a plus d'offre politique. L'opposition n'a plus d'offre politique. Le seul discours de l'opposition depuis plusieurs années, c'est les réformes. Vous le savez très bien. D'ailleurs, les réformes avaient fait objet d'une campagne avant les présidentielles 2015, où les gens ont crié, ont demandé, ont exigé les réformes avant les élections, mais à la fin, ils se sont présentés aux élections. Et après les élections, il y a eu un silence radio de près de 6 mois. N'est-ce pas? D'ailleurs, il y a eu un silence de la part du gouvernement qui a mis du pouvoir, qui a mis 2 mois et demi pour former le gouvernement. Ensuite, l'opposition radicale n'a plus rien dit. On assiste maintenant à certaines vociférations d'une certaine opposition qui est modérée sur des radios, sur des chaînes de radio, mais à la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Le parti au pouvoir unir depuis les élections ne s'est plus presque jamais réuni. Nous avons des informations, c'est un parti qui est mort en fait. En fait, c'est une machine juste électoraliste qu'on active à l'approche des élections. Donc, la situation politique du Togo est telle qu'il y a un statu quo, il faut le dire. L'opposition n'arrive pas à s'unir et chacun prêche pour sa chapelle. Et le pouvoir est assis et le pays est administré. Les problèmes sont là, la santé, l'agriculture, l'économie, l'emploi des jeunes, l'éducation, tous les chantiers sont prioritaires. Mais il n'y a pas d'évolution. Donc il y a un statu quo qui nous permet de dire que ce pays doit aller à une refondation républicaine.
On doit refonder notre pays. Et vous savez, on parle de refondation lorsque les fondements d'un édifice ont été mal placés. Donc, quand vous construisez une maison, vous le savez très bien, et à un certain moment donné, quand les fondements ou la fondation est mal posée, les murs que vous élevez ne sont pas droits. Les équerres vous donnent d'autres angles. Alors, que se passe-t-il? Tant que vous ne cassez pas l'édifice et vous ne reprenez les fondations, le mur, la maison risque un jour de tomber. Et qu'est-ce qu'on fait? On casse tout, on fait ce qu'on appelle la démolition et on replace les fondations. Notre pays, le Togo, nécessite une refondation de la République. Eh bien, docteur Gada Foley, nous restons toujours dans ce document que vous proposez comme alternative au problème togolais. Alors, pourriez-vous nous instruire sur ce que vous entendez par le problème du Togo dans votre diagnostic? D'entrée, je souhaiterais dire à nos auditeurs que le MPA, qui est le mouvement panafricain Alaga, avait déjà, en décembre 2016, adressé un courrier au chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimana Gnassingbé, dans lequel nous lui exposions notre réflexion sur la situation de ce pays. Et nous disions clairement au chef de l'État que nous sommes dans une situation sans issue et qu'il faudrait à un moment donné qu'il y ait une refondation de la République, sans laquelle le Togo risque de connaître une guerre civile, un conflit armé ou une déstabilisation qui coûtera la vie de beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, nous l'avons dit et nous le dirons toujours, il faudrait que les acteurs politiques de notre pays, la société civile, la chefferie traditionnelle et tous ceux qui ont à cœur le bien-être de ce pays réfléchissent dans le sens des états généraux d'une grande constituante, c'est-à-dire une refondation de notre République. Il n'y a plus d'issue. Et c'est ce que nous disons. En fait, lorsque nous parlons de refondation, c'est que nous constatons que les fondements de ce pays ont été faussés. Absolument. Et quand vous avez une maison dont la fondation est mal placée, quelle que soit la bravoure ou l'intelligence des maçons qui travaillent pour vous, les murs ne seront pas droits. À un certain moment donné, un petit vent peut faire renverser votre maison. Et il va falloir donc que vous replaciez les fondements. C'est ce que nous disons. Le Togo est dans une situation telle que les tenants du pouvoir ne veulent pas laisser le pouvoir. Et alors qu'ils ne sont pas de bons administrateurs, ça nous le disons, c'est une constatation que nous faisons. Elle est d'ordre objectif. Vous me suivez? Les dirigeants de notre pays ne sont pas de bons administrateurs. Voilà. La population souffre. Et à côté de cela, on refuse de permettre à d'autres personnes de venir gouverner pour le bien du pays. Dans une situation pareille, que se passe-t-il? Où vous allez tout droit vers une guerre civile? Et je dis que la seule chance du Togo actuellement, c'est que les populations du Sud, les populations aisées et assimilées, les Minas et tout ça, ce ne sont pas des populations guerrières. Si nous étions dans un théâtre semblable au théâtre du Congo-Brazzaville, je vous assure, cher Sylvain, le Togo aurait déjà connu une guerre civile, parce qu'on ne peut pas voler les élections. Une fois, deux fois, trois fois, tous les tripatouillages possibles. Je ne vais pas revenir aux événements de 2005 qui sont ahurissants dans l'histoire politique de l'Afrique entière. Et pourtant, des gens comme ça sont au pouvoir. La population subit. Surtout, c'est les populations du Sud, il faut le dire. Hein? Je reviendrai peut-être sur ce que j'appelle la sociologie des opprimés. Parce qu'au Togo, l'oppression politique, l'oppression sociale est dirigée d'abord vers les communautés méridionales. Oui, il faut le dire. Il faut avoir le courage moral de le dire. Nous sommes comme dans une situation où on vit la passion des populations du Sud. Voilà. Et en plus des populations du Sud, il y a des opprimés qui sont aussi au Nord, mais qui ne sont pas des opprimés dus, n'est-ce pas, à la haine intercommunautaire ou à une certaine compétition suprémaciste communautaire.
mais qui sont seulement dus, ces opprimés-là, et subissent justement la malgouvernance des tenants du pouvoir, ce qui est très différent. Donc, nous sommes dans une situation pareille où nous pensons qu'il faudrait refonder la République. Maintenant, vous voulez savoir si nous mettons les opprimés et les oppresseurs au même rang au niveau des responsabilités. Nous disons non. Les responsabilités sont en effet partagées. Mais il faut avoir le courage de dire que dès lors qu'il y a des partis qui ne veulent pas accepter leurs responsabilités, qu'allez-vous faire? Vous allez faire une guerre? Non, à un certain moment donné, il faut que les opprimés qui ont conscience du bien-être et du caractère collectif d'un certain ou d'une certaine renaissance de notre pays, ces opprimés acceptent mettre de côté les brimades et les souffrances, surpassent les tentations de la haine et puissent pardonner, n'est-ce pas? Puissent pardonner afin de rassembler tout le monde et de faire de ce pays un territoire où il fera bon vivre à tout le monde. C'est un effort que nous parlons, en fait, c'est un effort, c'est un sacrifice supplémentaire. Mais il faut voir d'abord le bien du pays, que vous soyez oppresseur ou opprimé. Voyons toujours le bien de notre pays. Et le bien de notre pays nous commande, dans la situation actuelle, d'éviter toute guerre civile et d'aller auprès du pardon vers une refondation républicaine. Comment définirez-vous à notre auditoire votre concept de fédéralisme dans le contexte togolais et en même temps expliquer la particularité de ce que vous appelez État régional construit sur la base de la pensée politique fédérale? Écoutez Sylvain, c'est une question importante, celle-ci. Tout comme tous les acteurs de la vie politique de notre pays, le MPA, qui est un groupe de réflexion et d'action, s'est invité, n'est-ce pas, dans l'arène sociopolitique, dans l'espoir d'apporter une contribution à ce que tout le monde appelle le problème de notre pays. Et donc, c'est quoi le problème? Quel est ce problème-là dont on parle dans les chancelleries, dont on parle aux Nations Unies, dont on parle à Genève, à Paris, à Londres, en Afrique, en Éthiopie, à Addis Abeba, dans presque toutes les capitales? Le Togo, ce petit pays de l'Afrique occidentale, il y a un problème là-bas, il y a quelque chose qui se passe. C'est quoi le problème? D'abord, nous, au niveau du MPA, nous n'avons pas voulu faire l'impasse sur le diagnostic. On a fait un diagnostic de la problématique de notre pays. Et il y a plusieurs problèmes dans une problématique, n'est-ce pas? Mais il y a un problème qui est fondamental que nous avons défini. Alors, le problème du Togo, à notre avis, ce n'est pas du tout le fait que une certaine minorité ait saisi, s'est accaparé le pouvoir d'État. Non, ce n'est pas le problème du Togo, cela. Le problème du Togo, ce n'est pas le fait qu'il y ait une certaine opposition qui, selon certaines personnes, s'agite, fait de l'agitation sociale pour, soi-disant, chercher à renverser le pouvoir établi. Le problème du Togo n'est ni ceux qui s'opposent à l'alternance, ni ceux qui luttent pour l'alternance. Vous vous rendrez compte, dans ce que je viens de dire, que j'ai fait ce que nous appelons la mutabilité de perspective. Parce que quand vous tenez du côté des tenants du pouvoir, le problème du Togo, c'est l'agitation des opposants, écoutez, c'est normal. N'est-ce pas? Et quand vous vous mettez du côté des opprimés, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas privilégiés, le problème, à votre avis, c'est quoi? C'est le fait qu'il y ait des gens au pouvoir qui se soient accaparés le pouvoir d'État, qui administrent mal et qui refusent de partir. Donc, chacun a, à partir de sa position, une certaine définition du problème, une certaine perspective du problème du Togo. Et on ne peut pas dire que la définition des opposants soit celle qui est complète ou celle qui est juste. On ne peut pas non plus dire que le problème du Togo soit réductible à l'analyse qu'en font les tenants du pouvoir. C'est la raison pour laquelle le MPA dit ceci. Le problème du Togo, en fait, c'est une équation
dont la résolution, la solution donnera la paix, l'harmonie, le progrès à tous les Togolais, aux opprimés d'aujourd'hui comme aux oppresseurs d'aujourd'hui. Le problème du Togo, selon nous, c'est l'incapacité. Suivez-moi très bien, Monsieur Sylvain Amos, c'est l'incapacité des Togolais, que je suis, que vous êtes, que nous sommes. C'est notre incapacité collective de trouver une forme d'administration de notre pays qui corresponde aux besoins de tout le monde à la fois. C'est de trouver la formule de gestion administrative et politique et économique de notre État, de ce petit pays, qui soit du goût de tout le monde. C'est cela le problème. Parce que les gens qui sont au pouvoir, ils ont trouvé une forme d'administration. Ils ont trouvé une forme de gestion des ressources humaines et matérielles de notre pays. Mais cette forme qu'ils proposent et qu'ils imposent au pays ne correspond pas à ce que tout le monde veut, n'est-ce pas? De la même manière, ceux qui luttent pour prendre le pouvoir, ils ont aussi une certaine acception de la gestion de notre État. Mais quand vous les entendez parler, vous vous rendez compte que, certainement, que quand ils prennent le pouvoir aujourd'hui, ils vont vouloir rendre la monnaie à ceux qui sont aujourd'hui les privilégiés. Et donc, est-ce que c'est cette vision-là du Togo, c'est cette vision du Togo quand les tenants du pouvoir, qui est celle qui est juste? Est-ce que c'est cette vision ou cet argumentaire politique de l'opposition qui est celui-là qui est juste? Je crois tout humblement, et je le dis à toute la diaspora et à tous les Togolais, que notre problème, c'est que chacun cherche à imposer à l'autre une solution qui ne garantit que ses propres intérêts. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas de passation de pouvoir consensuelle. Il n'y aura pas au Togo d'alternance consensuelle dès lors que chacun cherche à tirer le drap de son côté. Et c'est cela le problème de notre pays. C'est cela le problème du Togo, de ces hommes. Les hommes du Togo, ceux qui aspirent à gouverner notre pays, ne sont pas des hommes, des républicains, des hommes qui pensent à tout le monde. C'est des gens qui pensent à leur communauté, et des gens qui pensent à leur fauteuil, et des gens qui pensent à leur ventre. C'est cela le problème de notre pays. Maintenant, le MPA propose à tous les acteurs, à la population, un modèle d'administration territoriale, un modèle d'administration, de gouvernance de notre pays qui va garantir, écoutez bien, au plan politique, au plan administratif, au plan économique, au plan culturel, à tous les Togolais, une certaine quiétude, une certaine vie, une certaine harmonie. Alors, on peut lire plus loin dans votre propos, je cite, vous dites, il faut pour le Togo une thérapeutique nouvelle qui garantisse l'équilibre au plan politique d'une part et la tutelle des communautés de l'individu pris comme unité anthropologique et citoyenne de base du territoire d'autre part. Alors, docteur Gada Folli, vous qui pensez que ni les réformes politiques réclamées par les populations, ni la décentralisation ne résoudrait le problème togolais, car entre autres, la franchise et la transparence feront défaut et que chaque bord les penserait pour ses intérêts égoïstes. Alors comment la fédération, qui serait la nouvelle thérapeutique, ne serait-elle dans ce même contexte togolais perçu par d'aucuns comme préjudiciable à leurs intérêts, docteur Ekweifoli Gada? Eh bien, voilà, Sylvain, que vous m'introduisez, en fait, à la thérapeutique que le MPA propose à notre pays, à tous les Togolais. C'est celui du fédéralisme. Alors, permettez-moi de dire, d'entrer à tous nos auditeurs, à tous les Togolais continentaux, à tous les Togolais de la diaspora, dispersés dans la diaspora, que le fédéralisme n'a rien à voir, à prime abord, avec la dimension territoriale des États. Ce qu'on appelle, en d'autres termes, l'anthropologie physique des territoires.
beaucoup de Togolais, beaucoup de personnes disent ou nous ont dit que le Togo est trop petit pour le fédéralisme. Alors, on ne va pas faire un cours de droit public ou un cours d'histoire politique à la radio, n'est-ce pas? Mais je renvoie tous ceux qui peuvent aller chercher. Tout humblement, je renvoie tous ces gens-là à reprendre les notions de fédéralisme. Ils comprendront tout simplement que le fédéralisme n'a rien à voir avec la dimension géographique d'un territoire. Un pays petit comme Lomé peut être géré suivant un modèle fédéral, tout simplement. Le modèle fédéral, d'ailleurs, quand vous prenez une ville comme Lomé, avec ses différents quartiers, du moment où vous mettez, par exemple, à la tête de chaque quartier, des chefs quartiers qui ont un certain pouvoir, une certaine autonomie, entre parenthèses, constitutionnelle, vous êtes dans un modèle fédéral. Alors, le fédéralisme, ce n'est pas l'apanage des grands États comme les États-Unis, comme l'Inde, comme l'Australie, ou comme la Fédération russe, pas du tout. Un petit État comme le Togo peut être géré, gouverné, suivant un modèle fédéral. Et je vais vous donner des exemples que beaucoup de personnes peuvent aller vérifier. Il y a le modèle de la Suisse. La Suisse, dont la capitale est Genève, est très petite. Elle est plus petite que le Togo. Mais la Suisse est un pays, est un État fédéral. La même chose vaut pour la Belgique, dont la situation est d'ailleurs très similaire à la situation du Togo, puisque la Belgique est passée de l'État unitaire vers l'État fédéral. Pour quelle raison? Pour la simple raison qu'il n'y avait pas de l'harmonie. Parce que la Belgique, historiquement, est composée de 3 grandes communautés ethno-linguistiques. Et à la fin, le système fédéral belge a dû reconnaître le particularisme de chaque grande communauté ethno-linguistique. Et c'est sur la base de cela que la République fédérale de la Belgique est organisée aujourd'hui. Donc, qui dit fédéralisme ne dit pas forcément des grands territoires comme le Congo, le Soudan, les États-Unis, l'Allemagne, pas du tout. Le Togo est un petit État plus grand que la Belgique, plus grand que la Suisse, et qui peut être géré suivant le modèle fédéral. Alors, le fédéralisme dont nous parlons, nous le disons très clairement, la façon dont il sera implémenté chez nous, ce sera l'État régional. En fait, il faudrait qu'aujourd'hui, les Togolais cessent de jouer aux hypocrites. Quelle est la raison pour laquelle l'armée est fortement polarisée nord? Pourquoi la raison? Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'on nomme un ministre, il se fait entourer par les gens de son village, de sa communauté? Quelle est la raison pour laquelle, lorsqu'une personnalité importante vient dans sa région, toutes les populations s'attendent à ce qu'il fasse des réalisations pour elle? C'est très simple. L'homme africain est un individu communautaire. Avant d'être un individu purement individualiste, nous sommes des êtres communautaires. Les Sud-Africains vous diraient, les populations bantoues de l'Afrique centrale vous diraient Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Donc, la communauté fait partie de notre culture, de notre identité. On ne peut pas faire abstraction de la communauté et construire des États dans notre environnement en Afrique, suivant le modèle unitaire qui se base d'ailleurs sur les éléments du positivisme européen, où la cellule de base de la République, c'est le citoyen. Non, chez nous, il faudrait, les historiens, je parle aux historiens et aux politologues africains, togolais, il faudrait qu'on reconnaisse qu'avant le citoyen, c'est-à-dire la cellule individualiste, il y a la communauté. Et nous devons accepter cette donnée comme étant une donnée objective de base. Donc notre fédéralisme que nous proposons, c'est que nous reconnaissons qu'au Togo, il y a plusieurs grandes aires ethno-linguistiques. On fait correspondre des régions à ces grandes aires ethno-linguistiques et c'est ce que nous appelons donc l'État régional. On permet à chaque région d'avoir un développement qui est en phase avec sa culture, sa microculture endogène, avec une région fédérale qui s'occupera des questions de souveraineté internationale. C'est comme cela que le Togo, ou nos États en général, vont recouvrer ce que j'appelle l'harmonie politique. L'harmonie politique. Alors, je suis historien et je suis politologue. Je ne peux pas avoir un regard
sur nos États, sur l'Afrique, à travers le prisme occidental. Et c'est à ce problème-là que nous nous confrontons. C'est à ce problème-là que nous nous confrontons. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Alors, la texture sociologique au Bénin, au Ghana, en Afrique du Sud ou encore en France, avant Napoléon, n'est pas si loin de la togolaise. Alors, pourquoi l'État unitaire a-t-il pu finalement prospérer dans ces pays-là et constituerait une aberration donc au Togo, docteur? Alors, ici, Sylvain, je crois que je vais vous décevoir un peu parce que je ne partage pas tout à fait les termes de votre interrogation. En réalité, je ne vois pas dans quelle mesure le Ghana ou le Bénin, qui a un système unitaire, il faut le préciser, quand même décentralisé, et sont si prospères comme État. Donc je ne vois pas en quoi est-ce que ces États que vous citez sont prospères. Mais non, il y a les frictions, les problèmes, le même problème que vit le Togo sont vécus tous les jours dans ces pays, le Bénin, au Ghana, mais aller dans les départements du Nord au Bénin pour voir les tensions qui sont vécues par les populations du Nord, certaines populations de certains départements contre le gouvernement central par rapport à la redistribution. Alors le problème de l'unitarisme, il est réel. Même la France que vous citez, mais la France n'a jamais prospéré avant Napoléon. Avant Napoléon, c'était la monarchie. Il y a eu la parenthèse de la Révolution française qui a été préparée et exécutée par la franc-maçonnerie. Mais après, quand Napoléon est revenu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis fin à la République, il a réinstauré la monarchie. Et c'est sous la monarchie, la férule de la monarchie napoléonienne, que l'État, la nation française a connu ce qu'on appelle les balbutiements. Les balbutiements de sa naissance, de sa création, où on a imposé le français à toutes les communautés vivant dans le territoire français. C'est comme ça qu'on crée la nation. Il faut qu'il y ait une communauté de langue, une communauté de culture, une communauté d'us et de coutumes pour former une nation. Donc, des pays comme le Togo, qui ne sont pas des nations, le Togo n'est pas une nation. Je suis désolé, certains historiens du Togo ont poussé la folie jusqu'à décerner au feu général Gnassingbé Eyadéma le titre du père de la nation. Bon, moi je dis que c'est vraiment l'ironie du sort. C'est-à-dire, on vous déclare père de quelque chose qui n'existe pas, géniteur de quelque chose qui n'existe pas. La nation togolaise n'existe pas. Il y a au Togo des nationalités, des communautés. Il n'y a pas de nation togolaise. Il n'y a pas de communauté de langue, de culture, ni d'us, ni de coutume au Togo. Et donc, dans un État comme ça, vous voulez faire le système unitaire? Mais écoutez, mais il y a des intellectuels africains quand même. Il y a des politologues, il y a des historiens, des sociologues qui connaissent la science de la gouvernance des sociétés. Et il y a ce qu'on appelle les règles de composition des totalités humaines. Les Européens sont venus faire des colonies, ils ne sont pas venus construire des États, et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Mais ils savent très bien, considérant la texture de nos territoires, que le modèle unitaire est une aberration chez nous. Donc, je ne vois pas dans quelle mesure le Ghana ou le Bénin, d'abord, je précise que le Bénin est assez décentralisé, mais les frictions demeurent toujours. Mais au Togo, il y a quand même une grande population, 52%, d'une certaine homogénéité, les populations élevées et assimilées. Donc, si vous faites un système unitaire avec un pouvoir central, mais c'est clair que dans une élection où on ne triche pas, les représentants de cette population vont toujours gagner. Si on fait des élections au Togo, dans le système unitaire, écoutez, et on ne triche pas, mais le représentant, le candidat des populations soutenues par les populations du Sud va toujours gagner parce qu'ils sont majoritaires. Maintenant, s'il y a d'autres populations qui appuient cet élu, il va encore gagner plus. Donc, dans un système pareil, les populations qui ne sont pas démographiquement puissantes vont subir le diktat de la population qui est démographiquement supérieure. Et vous voulez faire l'unitarisme, donc il y aura une dictature d'une communauté sur d'autres. C'est ce que vous voulez, c'est ce que l'opposition radicale veut. Nous prendrons le pouvoir, nous leur ferons voir. Mais nous disons que ce système n'est pas bon pour le Togo. Parce que le rapport de force n'est pas seulement un rapport de force culturel, mais un rapport de force militaire.
Dans un système pareil, il n'y aura jamais de paix. Il faut passer par le fédéralisme, n'est-ce pas? Le fédéralisme, donc l'État régional. Et donc, je continue de le dire, pour ceux qui veulent, ceux qui aiment le Togo, qui veulent reconstruire cette république, doivent penser autrement. Ils doivent dépasser les prismes de l'éducation, les pensées reçues, ou les formes dans lesquelles l'héritage colonial nous a été donné. Nous devons repenser toutes ces formes-là et réfléchir à ce qui est bien pour notre pays. Et nous le disons encore au MPA, le seul et véritable moyen pour stabiliser notre pays, c'est un modèle fédéral où on reconnaît et on donne une certaine protection, tutelle à toutes les grandes communautés ethno-linguistiques. Dans un cadre fédéral où il y aura une capitale fédérale qui va coiffer et gérer les questions d'ordre international. Voilà. Eh bien, parlant toujours de votre proposition et parlons justement de l'État régional, vous soutenez qu'il permettra un développement équilibré de tout le territoire national, une responsabilisation des régions et des communautés, une sauvegarde de la culture endogène, une unité et une intégration nationale non imposée, mais libre et harmonieuse. Alors, docteur Gada Foley, si vous estimez que les disparités contenues et exacerbées dans la texture sociologique et sociale du Togo ne permettent pas l'unitarisme, alors comment envisagez-vous, et qu'à l'instar de ce qui se passe ailleurs comme en Italie par exemple, les régions inégalement réparties et nanties consentiraient-elles à se soutenir en solidarité et converger vers la sphère fédérale qui en somme équivaudrait à l'État suprême? Je crois que une grande partie de votre question se trouve déjà dans les réponses que j'ai eu à donner, n'est-ce pas? Alors, l'État régional que nous proposons, avec 4 grandes régions, et chaque région aura à sa tête un gouverneur, donc c'est le système de gouvernorat, avec une région charnière qui fera office de capitale fédérale, n'est-ce pas? Chaque gouverneur proviendra de la région d'origine, parce qu'il est malséant chez nous Africains que je prends un Kotokoli vienne gouverner à Ného. Non, mais écoutez, ça ne sonne pas bien. Vous ne connaissez pas la culture, l'histoire culturelle des populations d'Aného. Vous ne connaissez pas les règles, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Comment est-ce qu'on se marie? Les cultures. Quand une femme fait l'adultère, quelles sont les cérémonies qu'on fait? Comment on se salue? Et vous ne maîtrisez pas la culture endogène de ce milieu. Vous débarquez, vous voulez les diriger. Mais écoutez, nous sommes des Africains, nous sommes des Africains, nous ne sommes pas des Européens où tout est désacralisé. Donc, d'abord, le premier avantage de l'État régional, c'est cela. Chaque région produit un gouverneur qui doit tenir compte des spécificités culturelles de sa région. On ne développe pas les territoires africains comme on le fait de façon profane en Europe. Mais écoutez-moi très bien. Dans certains milieux africains, on vous dira que pour avoir une économie florissante, il faut développer le commerce d'un certain type d'arbre. Le palmier, par exemple. Alors, l'économie de ce milieu doit se baser sur cet arbre-là. Mais pour le comprendre, il faut que ce soit un gouverneur qui provient de cette région. Donc, nous proposons l'équilibre. Donc, chaque région sera développée suivant le modèle culturel qui est intrinsèque à l'identité de sa région. Les populations pourront construire leur maison tranquillement, pourront cultiver tranquillement dans leur région d'origine, ce qui n'empêche pas que certains citoyens aillent vivre dans d'autres régions, pas du tout. Mais quand vous le faites, vous avez accepté vivre suivant, vous avez accepté d'une certaine façon être assimilé. Mais ce n'est pas là le problème. Donc l'État régional fera ça d'abord, la préservation des cultures endogènes de chaque groupe ethno-linguistique chez nous. La deuxième chose, il n'y aura pas de frustration des populations du Sud qui se disent « mais depuis 50 ans, un Kabien nous dirige ».
Bon, c'est pas moi qui vais le dire, j'ai entendu parler. Vous savez, moi je vis en Europe. De temps en temps, quand je viens en Afrique, au Togo, j'écoute les gens parler, je sais ce qui se passe. Donc, les gens, généralement, les gens du Sud sont malades à l'idée de se voir dirigés par des gens du Nord. Vous allez éviter toutes ces frustrations. Mais écoutez, il faut avoir le courage de le dire. Donc, l'État régional permettra à ce que dans chaque région, il y ait les institutions de l'État dans chaque région. Ça dépasse ce que vous appelez décentralisation. Parce que dans chaque région, on pourra faire les passeports. Les 3 niveaux de la justice se trouvera dans chaque région. N'est-ce pas? Il y aura une police régionale. Une police régionale, dans chaque région, une police régionale, où les fils de la région seront engagés dans les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police locale. N'est-ce pas? Et donc tous les services de l'État qui aujourd'hui sont concentrés à Lomé seront distribués dans toutes les régions. Et qu'est-ce que ça fait? Ça produit un développement de l'immobilier et des infrastructures de chaque région. Les routes, les marchés, les choses, les communes. Et dans chaque région, ce sera le système décentralisé. Donc le gouverneur reçoit une dotation en ressources pour gérer sa région. Et maintenant, il y aura la capitale fédérale où c'est les questions internationales. Alors, vous me posez la question de savoir si en quoi ce système va garantir la paix. Alors, écoutez, les ressources naturelles sont inégalement réparties, c'est vrai. Mais n'oubliez pas une chose, que les ressources naturelles, la terre est un esprit. Et il y a une fusion entre la terre et les hommes qui l'habitent. Quelquefois, quand une population se déplace, vous n'allez pas me dire le contraire, elle se déplace avec les richesses de sa terre. Et donc, il faut respecter les richesses qui se trouvent dans chaque portion de la terre au Togo. Et nous proposons que le sous-sol soit de l'ordre fédéral. Le sous-sol sera, donc il n'y aura aucune région n'exploitera une ressource minière pour son propre compte. Ce sera à l'échelon fédéral qui va s'occuper des questions d'exploitation minière sur tout le territoire. Bon, dans tout le territoire, vous m'excusez. Et le port de Lomé sera de l'ordre de l'échelon fédéral. Vous voyez? Et l'armée, c'est de l'ordre de l'échelon fédéral. Et les questions de la diplomatie, de la monnaie, de la souveraineté, c'est décidé au niveau de l'échelon fédéral. Mais il y aura une certaine ultra-autonomie de chaque région. Aujourd'hui, vous savez très bien que les populations au sud disent que quand les choses vont changer, ils vont chasser les gens du nord qui ont acheté des terres chez eux. Ça a été fait dans les années 91-90. Aujourd'hui, au nord, il y a de petits nouveaux villages qui ont été créés parce que quand les gens ont été chassés du sud, ils n'ont plus trouvé de la place, ils ont dû fonder de nouveaux villages. Pourquoi est-ce qu'il y a cette intolérance chez nous? Parce que nous sommes des êtres communautaires. Et c'est le seul mécanisme de gouvernance qui est viable pour notre territoire, c'est le mécanisme du fédéralisme et donc de l'État régional. Voilà. Et je crois que l'État régional va permettre un développement équilibré de tout le Togo. Il n'y aura pas les 40% du Togo qui seront concentrés à Lomé. Non. Chaque région aura des pôles attractifs au plan commercial et culturel, économique, démographique, dans tous les domaines. Et les individus de ce pays vont vivre en paix. Chacun aura une certaine paix sur la terre, sur sa terre. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Sylvain? Eh bien, docteur Gada Foley, parlons du problème togolais. Alors, est-ce que ce problème-là ne serait-il pas plutôt le refus obstiné d'un seul clan, disons sans langue de bois, un seul clan Nyasingbe à toute ouverture, son allergie est systématique à toute idée de partage du pouvoir? Alors, pourrait-on encore affirmer objectivement aujourd'hui que l'opposition actuelle, tout de même différente de celle connue entre 70 et 90, soit-elle aussi motivée par des fondements sociopolitiques et historiques que vous avez évoqués? Sylvain, je vous l'ai déjà dit, et je le répéterai, le Togo a un problème. Et ce n'est pas exclusivement le fait que certaines personnes se soient accaparées le pouvoir d'État. Non. Ceci est le problème d'une certaine partie du Togo. C'est le problème des gens de l'opposition ou du Sud qui ont été écartés du pouvoir depuis 50 ans et qui, naturellement, ils ont raison, veulent aussi diriger.
Mais c'est ça leur problème à eux. À partir de leur perspective, c'est ça leur problème à eux. Mais ceux qui sont au pouvoir, ok, et qui oppriment le Sud, je vais préciser ici que quand vous faites la sociologie de l'oppression au Togo, vous devez distinguer entre les opprimés d'ordre communautaire et les opprimés d'ordre de la malgouvernance. Les populations du Sud, généralement ou assimilées, sont opprimées par une certaine position idéologique qui a été prise depuis les années 60 par l'élite qui nous dirige aujourd'hui, avec le soutien de certaines puissances étrangères qui savent pourquoi ils le font. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des populations opprimées qui vivent au nord. Non. Il y en a, il y a des opprimés au nord. Il y a beaucoup d'opprimés au nord. Mais ils sont des opprimés à cause de la malgouvernance des dirigeants, ou qui sont les privilégiés, qui proviennent d'ailleurs de leur zone. Donc cette oppression, elle est collatérale. Elle est due à l'inexpérience dans la gouvernance, à l'amateurisme dans la gouvernance du Togo. C'est la raison pour laquelle eux, ils sont opprimés en fait. Mais les gens qui sont opprimés par décision idéologique, c'est les populations du Sud. Bon, moi j'ai le courage de le dire. Il faut que les opposants aient le courage de dire. Vous allez m'excuser cette expression, akotam fioname okluna dimeo. Le problème que nous avons fondamentalement depuis l'époque coloniale, c'est celui-ci. Les rapports sont nombreux, je ne vais pas revenir sur ça. Et donc, c'est ça l'oppression. Mais je dis ceci. Le problème du Togo est plus complexe que ça. Parce que ceux qui sont au pouvoir, eux, leur problème, c'est que des gens du Sud s'agitent. Ils veulent aussi gouverner. Et ils ne veulent pas ça. Donc c'est ça leur problème à eux. Qu'est-ce qui vous autorise, vous, Sylvain, à dire que c'est la perspective des gens du Sud qui constitue le problème du Sud? C'est-à-dire que c'est le fait que certaines personnes aient pris le pouvoir d'État et ne veulent pas partager. C'est juste une perspective. Alors, on ne peut pas réduire le problème de tout le Togo à la perception d'un certain Togo, d'une certaine partie du Togo. Même si c'est la partie majoritaire. C'est toujours la vie de certaines personnes. Nous faisons une réflexion super parfaite. Nous disons ceci. Pour le bien de tout le Togo, le problème ne peut pas être celui-là. Je l'avais dit avant. Alors, je souhaite tout simplement que nos politiques aient de la hauteur pour comprendre que si on doit régler le problème actuellement, il faudrait que la résolution puisse contenter tout le monde, que la résolution puisse comprendre et donner une certaine garantie à tout le monde. C'est ainsi que nous construirons un Togo véritable, un pays d'harmonie, un pays de paix qui sera un exemple, un modèle dans toute l'Afrique. Eh bien, docteur Gada Folly, une dernière question pour vous libérer. Et dans cette émission, Fenêtre sur l'Afrique, émission également synchronisée sur nos radios partenaires. Alors, comment pensez-vous que la classe politique nationale pourrait accueillir votre alternative? Alors, comment comptez-vous convaincre cette classe politique de son opportunité et de sa possibilité d'incarner la panacée du problème togolais? Vous savez, Sylvain, il y a un chanteur congolais qui a d'ailleurs une origine togolaise, Kofi Olomide, qui dit ceci dans l'une de ses chansons. Le mensonge a pris l'ascenseur. La vérité a pris les escaliers. Mais elle y est arrivée aussi. Nous ne voulons pas imposer ce point de vue, cette réflexion aux Togolais. Non. Nous avons réfléchi longuement. Et je crois que nous avons le mérite d'avoir pris en compte dans notre diagnostic la multiplicité des perspectives. Parce que c'est comme ça qu'on construit un pays. C'est comme cela qu'on construit une république. Les errements des années 60 et les représailles que nous avons connues dans les années 50, 60 et après 90, 98, 2005 nous prouvent clairement, nous démontrent clairement que le Togolais n'accepte pas l'impunité. Et que quand il y a impunité, tôt ou tard,
le Togolais cherche à punir, même par des moyens non conventionnels. Dans une situation pareille, les constructeurs de la République doivent être des gens d'une certaine élévation d'esprit. Ils doivent aimer le pays dans toute sa totalité. Ils doivent dépasser les blessures et penser à construire un pays qui sera un réservoir de lait et de miel pour tous ses fils. Voilà. Et si aujourd'hui, des gens ne vont pas comprendre, nous sommes là, les gens comprendront demain. On comprendra et on dira, le MP avait raison. Il fallait penser à une organisation de type régional. Il fallait accepter que nous sommes des individus communautaires avant d'être des citoyens individuels. Et il fallait construire nos États en tenant compte de cette donne sociologique importante. Donc nous avons lancé ce que nous appelons la Fédération républicaine pour l'alternative. Nous parlons d'alternative justement, parce qu'il ne s'agit pas ici d'alternance. C'est un système qui nous opprime. Beaucoup de personnes croient que le Togo est dirigé par Faure Gnassingbé Eyadema ou est dirigé par une élite nébuleuse togolo-togolaise, ce qui n'est pas vrai. Parce que quand vous poussez la réflexion au-delà du Togo, vous vous rendez compte que nous sommes dans la périphérie et nous sommes encore dans le modèle colonial. Et vous savez très bien, quand vous êtes une colonie, alors vous êtes en périphérie. Et ce n'est pas vous qui décidez. Alors, si la chose est ainsi, de quelle alternance parle-t-on? De quelle alternance parlent les Togolais? Veulent-ils remplacer Faure et toute l'équipe, tout le système local, pour ensuite demeurer sous la férule et la coupole du centre dont nous sommes la périphérie? Est-ce cela l'alternance? Les populations auront-elles, d'un jour à l'autre, après cette alternance-là, la levée des poids sous lesquels elles crient, sous lesquels elles souffrent? Je ne crois pas. Donc la problématique de notre État va au-delà de la question de Gnassingbé ou de la question des oppresseurs d'aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que nous réfléchissons. Nous disons ceci, il faudrait... notre fédération, je disais donc, c'est la fédération, la FREAL. Nous parlons d'alternative. L'alternative, c'est il faut refonder notre pays. Il faut repenser un autre Togo, un Togo différent, qui donnera une chance vers une autre nouvelle phase de libération. Ok? Et donc, nous approchons les partis politiques. Nous approchons les associations de la société civile. Nous approchons toutes les forces, la diaspora, tous ceux qui peuvent réfléchir, peuvent comprendre ce que nous disons, qui voient la chose de cette même façon. Il y a le groupe, il y a le GRAD au Togo, qui est arrivé plus ou moins à la même conclusion qu'il faudrait que le Togo passe par une nouvelle constituante. Nous parlons des États généraux, pour éviter que le Togo aille à une guerre civile, à un conflit, ou que le Togo aille à une alternance dans la rupture, où les gens du Nord vont souffrir, parce que si ils refusent, jusqu'à ce que la rupture advienne, l'alternance advienne dans la rupture, il y aura des représailles terribles contre les gens, nos frères du Nord. Est-ce que c'est cela que vous voulez? Non, nous disons qu'il faut penser le Togo autrement. Et le fédéralisme, l'État régional que nous proposons, qui est notre idéologie politique, c'est notre idéologie politique, c'est avec cela que nous essayons d'approcher les partis politiques et tous ceux qui sont intéressés. Et notre fédération se préparera pour être une formation politique centriste et républicaine dans notre pays pour la reconstruction du Togo. En tout cas, merci beaucoup, docteur Gada Ekwe-Foli. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir éclairés. Et je rappelle à nos fidèles auditeurs et auditrices que vous venez de publier un document sur la Fédération républicaine pour l'alternative FREAL. Merci et bonsoir. Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K.
fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés.